Bonsoir et bienvenue à l'écoute de cette émission Talk Politique. Vous nous écoutez sur la 95.3, le www.filmguinée.com, mais aussi sur nos plateformes digitales avec l'équipe technique du jour. Bienvenue à tous. Bonsoir Mamadou Bangoura. Bonsoir Harissatou, bonsoir à tous nos auditeurs. Bienvenue à vous, bienvenue Moustapha. Merci Harissatou. La reprise avant la reprise. Ah bah oui, l'avant-goût. Il faut qu'il se réchauffe. En quelque sorte. On va le dire comme ça. C'est parti donc pour Talk Politique. À venir donc dans ce talk politique, la demande de mise à liberté de Ousmane Niélo Diallo qui n'a pas été examinée ce lundi. Elle est renvoyée donc au 13 décembre prochain. Nous allons donc parler de ce sujet. Le jeune militant de RPG avait pourtant, selon nos informations, pris place dans la salle d'audience. Kadiatou Biro Diallo était elle aussi présente à la cour d'appel de Conakry. Jusqu'où est-elle prête à aller dans cette affaire d'injure publique et menace de mort? Va-t-elle finalement accorder son pardon à Niélo, condamné à 2 ans de prison? Entre autres questions que nous posons à son avocat, Maître Pipi Antoine Lama. Il est donc avocat de la partie civile. Nous entendrons aussi Maître Santiba Kouyaté, l'un des avocats du jeune militant de l'ex-parti au pouvoir. Toujours à la une, on s'intéressera aussi à l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui a un nouveau directeur général. Il s'agit du médecin infectiologue, le professeur Fodé Amara Traoré. Il remplace à ce poste Dr Sakoba Keïta, figure de lutte contre les épidémies en Guinée. Une passation de service présidée par le ministre de la Santé. Il en a profité pour annoncer le paiement des arriérés de primes des agents vaccinateurs. Se dirige-t-on donc vers la reprise des activités de vaccination? Nous posons la question dans ce talk politique. Et dans la seconde partie, on va donner la parole à Saïkou Yayabari. Il est secrétaire exécutif de l'UFR, Union des forces républicaines. On terminera avec vous au 81-85. Nous attendons vos réactions sur les 3 mois au pouvoir du CNRD. C'est dans Il ne s'en fout pas. Bienvenue à tous. Pour commencer, on s'intéresse donc à cette demande de mise à liberté du jeune Ousmane Niélo qui devait être examinée. Ce lundi, on en parle avec Maître Antoine Pipi Lama. Il est avocat de la partie civile. Bonsoir et bienvenue, Maître. Bonsoir à vous, bonsoir à vos collègues, bonsoir à vos membres auditeurs. Bienvenue. Nous avons donc appris que l'audience qui était prévue ce lundi à la cour d'appel de Conakry a été finalement renvoyée au 13 décembre. Comment avez-vous accueilli cette décision du côté de la partie civile? Bon, malheureusement, cette audience n'a pas eu lieu pour des raisons indépendantes de la volonté des parties. On aurait bien voulu n'est-ce pas, écouter les arguments de la défense, éventuellement la réquisition du ministère public avant d'apporter la contradiction appropriée. Les choses se sont passées autrement. L'audience a été renvoyée à week-end, c'est-à-dire le 13. Et nous serons également là pour faire face aux arguments soutenus par la défense à l'appui de sa demande de remise en liberté. Mais l'autre question qui reste posée aujourd'hui, Maître, c'est de savoir est-ce que votre cliente est prête à pardonner Ousmane Niélo, même si de l'autre côté il a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés? Ma cliente est suffisamment disposée à accorder son pardon à M. Ousmane Diallo alias Niélo. Je dois vous dire que des pourparlers même étaient en cours. Il y a déjà des personnes intéressées par la situation de Ousmane Diallo qui avaient pris attache avec Kadiatou Biro Diallo. Je dois vous dire que les choses fonctionnaient très bien jusqu'à ce qu'on ait été surpris de la resurgence d'une procédure de remise en liberté que nous qualifions d'illégale en raison des conditions de sa mise en œuvre et de la procédure même suivie. Est-ce que cette procédure peut entraver justement cette démarche entreprise par Ousmane Niélo auprès de votre cliente et d'autres personnes qui le soutiennent également? Pardon, répondez votre question. Est-ce que cette procédure enclenchée par ses avocats pourrait entraver la démarche que lui-même il a entreprise auprès de votre cliente? Le pardon, c'est-à-dire, est-ce que ça peut annuler? Bon,
c'est pas Ousmane directement qui a contacté Mme Kadiatou Biro. Il y a des personnes proches de Ousmane Niolé qui, n'est-ce pas, que Ousmane Niolé connaît, hein, qui veulent vraiment qu'il sorte de cette situation, qui ont pris l'initiative de jouer à la médiation. Et je dois vous dire que les choses fonctionnaient correctement. Et on attendait à une issue heureuse. Tout d'un coup, on attend que cette procédure est engagée. C'est comme pour dire qu'il y a des personnes tapées dans l'ombre qui ne sont pas préoccupées par la situation de ce jeu et qui veulent passer au forfait à travers des procédures décousues pour larguer Mme Kadiatou Biro Diallo. D'accord. Alors pourquoi vous dites que vous insurgez contre cette procédure? Pourquoi? Oui, mais écoutez, moi c'est le jeudi passé que j'ai appris qu'un pourvoi en cassation a été exercé contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021. Et si pourvoi en cassation avait effectivement été introduit, je devrais avoir notification ou signification au moins d'un acte dans ce sens-là. C'est de façon, disons, désinvolte que j'ai pu vendre cette information. Maintenant, à supposer que Ousmane même a introduit un recours en cassation contre cet arrêt, c'est son droit le plus absolu. Et l'article 244 alinéa 3 sur lequel se fonde la défense pour solliciter sa remise en liberté, estime clairement que c'est la juridiction, la dernière juridiction qui a connu du fond de l'affaire qui doit apprécier cette demande-là. Ça, c'est l'esprit et la lettre de l'article 244, alinéa 3 du Code de procédure pénale. Mais à notre fort étonnement, on trouve que ce n'est pas la troisième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Conakry qui l'avait condamné, qui est saisi de la demande. C'est plutôt le premier président, en compagnie d'autres conseillers, qui étaient curieusement investis du pouvoir d'apprécier cette demande. Nous avons suspecté le caractère partisan et même rocambolesque de cette procédure. C'est pourquoi nous étions venus aujourd'hui pour dénoncer cette démarche, inviter respectueusement Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de renvoyer cette cause devant la Chambre qu'il a connue en dernier lieu au fond pour qu'elle soit examinée. Et quelle va donc être votre nouvelle position? Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir une nouvelle position vous aussi? Non, notre position, c'est le respect de la loi. Notre position demeure le respect de la loi. Nous ne sommes pas là pour souhaiter du mal à autrui. Kadiatou Biro a été menacée de mort, injuriée, et pendant que la procédure était en cours, elle a reçu la visite des inconnus. De nos jours, elle est très préoccupée, même pour sa sécurité. Alors, si certaines bonnes volontés décident pour mettre un terme à cette procédure à travers une médiation, je pense, pour ceux qui aiment bien Ousmane Diallo, devraient plutôt laisser la chance à cette médiation de prospérer que d'engager une procédure tordue dans le simple but de faire obstruction à l'application de la loi et narguer, n'est-ce pas, Kadiatou Biro Diallo, qui n'a que trop se faire. Merci beaucoup à vous, Maître Pépé Antoine Lama. Votre cliente donc reste déterminée à donner une chance à la médiation. On a bien compris le message. On va tout de suite aller retrouver l'un des avocats de Ousmane Niolé, Maître Santiba Kouyaté, que nous allons également joindre pour l'entendre sur cette affaire. Mais bien avant, Moustapha, on l'a écouté, hein? Je l'ai toujours dit dans cette affaire Niolé, c'est que l'autre chose que moi je comprends pas, c'est que un individu a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, à 2 jugements
de suite. C'est que d'abord à la cour d'assises, il a été reconnu coupable, il a été condamné. À la cour d'appel, ça a été le cas. Le jugement a été confirmé. De l'autre côté, même si vous demandez pardon à la victime, mais il faudrait, parce que aujourd'hui cette affaire dépasse la personne de Kadiatou Biro Diallo ou de sa famille. Parce que derrière, c'est de l'injure publique, c'est l'internet, il y a des enfants et tout ce qui s'ensuit. On va poursuivre tout à l'heure, mais bien avant, on va retrouver Maître Santiba Kouyaté. C'est l'un des avocats du jeune Ousmane Nye Loye. Bonsoir et bienvenue, Maître. Merci, c'est à moi de vous remercier. Bienvenue donc à vous, Maître. On l'a appris, l'audience qui devait permettre de statuer sur la demande, sur votre demande de mise en liberté de Ousmane Nye Loye a été reportée finalement. Quelle est votre première réaction? Est-ce que vous êtes déçu? Non, bon, je ne suis pas déçu parce que je fais confiance à notre justice. Le motif qui a été invoqué pour le renvoi, j'ai trouvé le motif vraiment fiable et vraiment je n'étais pas déçu. Alors, Maître... Nous attendons la date de renvoi pour venir invoquer les moyens au soutien de notre demande de mise en liberté. D'accord. Alors, selon nos informations, il y avait déjà une médiation qui était en train de s'engager autour de cette affaire pour permettre notamment à Kadiatou Biro Diallo d'accorder son pardon à votre client. Pourquoi avoir décidé de poursuivre la procédure judiciaire, notamment d'aller vers la Cour suprême? C'est vous qui m'informez de cette médiation. Et nous sommes des avocats. Nous sommes conscients et convaincus que le désistement de la partie civile ne peut pas mettre fin à l'action publique. Donc, nous n'avons pas besoin alors de cette médiation pour défendre au mieux les intérêts de notre client Ousmane Nye Loye Diallo qui reste être en prison de façon injuste. Parce que l'arrêt qui a été rendu, le condamnant à 2 ans de prison, est un arrêt unique. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes... Unique, unique dans quel sens, Maître? Un arrêt unique dans quel sens? Unique parce qu'il a été condamné à 2 ans et la Cour avait retenu la menace alors qu'il n'a jamais menacé. Il n'a jamais menacé. Et même la pièce sur laquelle la Cour s'était fondée pour entrer en condamnation de 2 ans, je peux vous remettre et la pièce et l'arrêt. Maître, aidez-nous. Maître Kouyaté, aidez-nous à comprendre. Oui. Vous dites que la Cour a prononcé la menace, mais en réalité, vous estimez que votre client n'a jamais menacé, alors qu'à la Cour d'assises, il avait été condamné à 5 années de prison. Et à la Cour d'appel, cette condamnation a été réduite à 2 ans finalement. Oui, et même les 2 ans là sont injustes parce qu'il n'a jamais menacé. D'accord. Mais il est reconnu du... Au contraire, d'ailleurs, c'est Ousmane Nye Loye qui a été menacé. Ok, il n'a jamais menacé, mais le fait, il a été reconnu coupable des injures. Pardon? Il a été reconnu coupable des injures et des menaces. Oui, voilà, c'est des injures, d'accord. Et quand il répliquait aux insanités, aux injures qui lui étaient adressées à lui et à ses familles, alors il répliquait en proférant des injures qu'il n'a jamais niées. Mais tenez bien, la peine maximale des injures est de 3 mois. Contre un particulier. Selon quel article? L'article 200, bon, je crois que c'est l'article 282. J'ai le code pénal avec moi. Allez-y, poursuivez. Bien. Alors, Maître, moi j'ai une question. L'avocat de la partie civile, Maître Pépé, lui, il dénonce un peu la démarche que vous avez, la démarche adoptée par votre camp. Il estime que vous avez saisi la chambre du premier président pour examiner votre demande, alors que c'est la 3e chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui avait condamné Nye Loye. Ce que moi j'ai à vous dire par rapport à cette question, je voudrais que vous écoutez la lecture de l'article 244 du Code de procédure pénale. Que dit cet article-là?
l'alinéa 3 de cet article dispose, en cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Est-ce que vous comprenez? Oui. L'article l'a dit, la juridiction. Et la juridiction, c'est la Cour d'appel de Conakry. Donc ce n'est pas la chambre, c'est pas une histoire de chambre. Mais pour des questions de précision, c'est la maison tout entière. C'est ce que vous voulez me dire. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Et je vous apprends que nous sommes en matière pénale. En matière pénale, l'interprétation n'est pas extensive, elle est stricte. Que ce soit en droit pénal du fond, que ce soit en droit de procédure. Donc, vous nous faites comprendre aujourd'hui que n'importe quelle chambre de la Cour correctionnelle de la Cour d'appel pouvait s'intéresser à votre demande. Peut être saisie. Peut-être saisie par votre demande. C'est effectif, c'est évident. Je suis formé là-dessus. Parce que le législateur a dit la juridiction. Et non la chambre ou le juge. D'accord. Maître Kouyaté, est-ce que si des personnes s'impliquaient pour trouver une médiation entre les deux camps, votre client aussi serait disposé à entreprendre cette voie-là? Voilà. Et d'abord, moi je trouve que cette médiation n'est pas opportune. Je le dis et je le répète. Votre client est en prison, maître. Non, écoutez, aux yeux du juge, je vais le répéter. Alors, le désistement de la partie civile dans une procédure pénale ne met pas fin. Pas un désistement, plutôt c'est la défense qui va vers la partie civile pour demander un pardon. Si c'était la partie civile qui venait vers vous, c'est là on pouvait parler de désistement. La partie civile n'a pas encore désisté, maître. Mais c'est ce que je voudrais que vous compreniez. La partie civile n'a rien à voir avec la question de liberté. D'accord. Est-ce que vous comprenez? La partie civile ne peut que demander des intérêts civils. Okay. C'est la réparation des dommages qui lui avaient été, n'est-ce pas, causés. Pas au-delà. D'accord. Mais on veut nous faire comprendre que c'est la partie civile qui détient la clé de la prison. Bien. Alors maître, vous voulez que votre client soit libéré. Je parle bien sûr de Ousmane Nyeloy. Alors l'avocat de Kadiatou Biro vient de nous faire comprendre que sa cliente aujourd'hui est inquiète pour sa sécurité. Et si votre demande arrivait à être acceptée et que quelque chose arrive à Kadiatou Biro, mais monsieur. Messieurs, pardon, alors n'extrapolons pas les choses. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'approcher, n'est-ce pas, M. Ousmane Nyeloy Diallo en détention présentement. C'est un garçon bien éduqué, un garçon bien poli, il n'est pas du tout violent. Un garçon... D'accord. Et je vous dis, et je le répète, c'est Ousmane Nyeloy qui est au contraire menacé. D'accord. Menacé par qui? Menacé par qui et pourquoi? Il a menacé alors par Kadiatou Nyeloy et ça dit par Kadiatou Biro. Mais il a été même blessé. Non, nous parlons de présentement. La procédure a été engagée, les jugements, les verdicts ont été rendus, maître Kouyaté, mais nous parlons du cas présent. Aujourd'hui, vous demandez la libération de votre client. Pourquoi alors il est menacé? La question, pour répondre à cela, il faut dire tout simplement que Ousmane Nyeloy et sa sœur sont menacés uniquement parce qu'ils ont changé d'obédience politique. C'est tout. Depuis qu'ils ont quitté alors leur parti politique d'antan pour rejoindre notre parti politique, ils n'ont plus eu la paix. Mais à ce que je sache, ils n'ont jamais été menacés par Kadiatou Biro Diallo jusqu'à ce que cette affaire soit déclenchée, maître. Ne ramenons pas cette affaire, ne ramenons pas cette affaire juridique sur un terrain politique. Ne nous aventurons pas sur ce terrain-là, maître. Vous avez votre point de vue. C'est pas un point de vue, maître. Mais maître, les faits sont clairs là.
Non, les faits ne sont pas aussi clairs dans votre tête. Ah ouais. Bien. Alors, maître, Aidez-nous donc à clarifier les choses. Est-ce que nous savons, ce que l'opinion sait, maître Kouyaté, c'est que jusqu'à un passé récent, Ousmane Nielo, il n'avait pas de problème avec Kadiatou Biro Diallo pour ses obédiences politiques. C'est quand il y a eu des injures vis-à-vis de sa famille qu'il y a eu cette procédure qui a été déclenchée et qui, finalement, votre client a été reconnu coupable à 2 reprises. D'accord. Ce que je voudrais vous dire... Pour terminer très rapidement, maître. Voilà, nous sommes des avocats. Quand nous intervenons par rapport au principe. Sinon, moi, je sais pourquoi alors, les deux là sont menacés et pourquoi Ousmane Nielo a insulté en réplique, n'est-ce pas, à une injure qui lui avait été adressée, et lui et à ses parents, par la sœur de Kadiatou Biro qui se trouve aux États-Unis. Bien. Merci beaucoup. On va laisser tout ça. Si je dois intervenir, permettez-moi, n'est-ce pas, de poser-moi des questions de nature à me prononcer sur... Mais c'est ce que nous faisons, maître. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, maître. Vous vous énervez pour rien, là. C'est ce que nous faisons, nous. Ça a tout l'air quand même. Maître, qu'attendez-vous de la semaine prochaine pour aller très rapidement pour terminer? Madame, je voudrais... Allez-y. Je voudrais que vous compreniez que c'est la façon de parler de Maître Santiba Kouyaté. Tous ceux qui me connaissent ne savent pas attester cela. Je parle avec vigueur. C'est pas parce que je me suis énervé. On a bien compris, maître. Qu'attendez-vous alors lundi prochain? Nous attendons à ce que les débats soient ouverts et que le droit soit dit. Et si le droit est dit, M. Ousmane Nielo ne semble pas être libéré. Bien. Merci beaucoup à vous, maître Santiba Kouyaté. Je rappelle que vous êtes... Dernier mot. Très rapidement, très rapidement. Voilà, dernier mot. Je voudrais qu'à chaque fois maintenant que l'avocat de Kadiatou Biro intervienne, arrangez-vous à ce que, n'est-ce pas, vous le mettez en ligne avec l'un des avocats de Ousmane Diallo. Parce qu'il est en train de créer la confusion dans l'opinion. Vous n'allez pas vous attaquer à lui, il n'est plus à l'antenne, maître. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. On est obligé de marquer une pause pour les infos. On se retrouve juste après pour continuer cette émission. En talk politique, avant de poursuivre, on va prendre quelques réactions sur nos plateformes digitales. Tchernobari nous écrit: bonsoir les talkers. Je demande à Maître Kouyaté, qui devait plutôt demander à son client de s'engager devant Madame Deka et surtout nous jeunes de l'axe de la démocratie qui avons été victimes de la grande naïveté de l'ancien ministre de la Défense, de M. Condé, sur les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse la Guinée et les bons Guinéens. Amen. Signé Tchernobari donc depuis COSA, communicant de l'UFDG. On poursuit avec notre Sami Kamara qui nous écrit: bonsoir la radio 2.0. Aucune médiation ni une procédure biaisée ne doit faire fléchir Madame Deka, mais au contraire, elle doit être encouragée et félicitée. Grâce à elle, les militants et communicants du RPG sont maintenant éduqués sur la toile. Avançons. On continue avec un autre Oumou Ansamba plutôt. Bonsoir Arissatou, il a dépassé les limites, donc il doit faire les 2 ans en prison. Pas d'excuses, sinon il va reprendre les mêmes erreurs. On continue avec un autre Bachirif qui nous écrit: Nielo est allé jusqu'au bout dans ses bavures, ses abus, ses injures, donc il ne serait que normal qu'il purge, il serait normal qu'il purge sa peine. On continue avec Bolokada Touraman qui nous écrit: bonsoir mes chers frères, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et votre détermination à servir le peuple souverain de Guinée. La fréquence média vient de remporter un titre honorifique par rapport à son efficacité et sa rapidité de rendre un service digne de nom. Je compte sur vous, nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Bolokada Touraman, l'enfant chéri de Dingirai, communicant du RPG Arc-en-Ciel. Une dernière réaction avant de poursuivre. Abdul Salam Toulel Diallo qui nous écrit: bonsoir les talkers, ce jeune Nieloy mérite de servir d'exemple. Comment est-ce qu'un gamin comme lui, bon, il ne faut pas insulter. On s'arrête là pour continuer cette émission. On s'intéresse cette fois à l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui a un nouveau directeur général, Mamadou Bangoura. Ah oui, effectivement, un nouveau directeur général qui arrive à un moment où on nous annonce une nouvelle vague de Covid-19. Espérons que cette vague, on
on va échapper, hein, c'est le souhait, bien que on n'a pas encore pris des décisions, des mesures, c'est-à-dire empêcher qu'il y ait des voyages en Guinée. Mais je pense qu'il aura une tâche. Les voyages, ils sont surveillés. Hein? C'est vrai que ces derniers temps, il y a moins de communication, il y a moins d'activité. Et on sait on dirait que Sakoba est parti avec la com de la NSS. Ça a tout l'air. C'était bien avant son départ. Depuis l'arrivée du CNRD, les choses sont bloquées de ce côté. Effectivement, je pense que c'était... je ne dirais pas que c'était bien qu'il soit limogé, mais je pense qu'avec l'arrivée d'un nouveau directeur, ce dernier va redynamiser toutes les structures. Le CNRD va libérer les comptes? On espère, parce qu'il faut forcément cela. On ne peut pas aujourd'hui bloquer les comptes de l'ANSS pendant ce temps. Nous faisons face à cette pandémie qui n'est toujours pas encore partie, et puis surtout avec l'arrivée, comme je l'ai dit, de Omicron. Je pense que ce serait bien que le CNRD puisse penser à cette agence pour s'il y a des comptes qui sont bloqués, parce que nous apprenons que suite à ce prétendu détournement, que les comptes de l'ANSS seraient bloqués. Donc on ne peut pas bloquer l'argent. On ne peut pas oublier que la pandémie, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Empêcher surtout, on sait que la vaccination, à un moment donné, elle était stoppée. Jusque-là, voilà, mais on apprend que bientôt, on va reprendre la vaccination. Les primes sont disponibles. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de la Santé. Est-ce que vous pensez aussi qu'on se dirige vers la reprise des activités avec cette annonce? L'espoir est permis, parce que d'abord l'occasion était vraiment solennelle pour qu'on puisse faire une telle annonce, pour dire aux populations que la vaccination va reprendre. Bon, les agents vaccinateurs vont avoir accès à leur prime, vont accéder à leur prime, mais que derrière cela forcément ne peut que susciter de l'espoir au sein de l'opinion, pour dire que les activités vont reprendre, et de surcroît la vaccination va reprendre, puisque à un moment donné, les autorités avaient demandé aux citoyens de se faire vacciner en masse, et derrière, ceux qui devaient faire ce travail n'avaient pas accédé à leur dû. Du coup, ça avait eu... vous demandez une chose et vous faites le contraire sur le terrain. Donc, aujourd'hui, il y a de l'espoir quand même au sein de la communauté, au sein de la population, pour dire que oui, avec cette annonce, si les acteurs ont accès à leurs primes, certainement, dans un bref délai, on pourra assister à la vaccination des populations qui, aujourd'hui, craignent assez, puisque nous voyons les infos chez les autres, ce qui se passe, et on a peur, les uns ou les autres ont peur de cette nouvelle vague. Dynamiser la lutte. Exactement, puisque je le disais tout à l'heure, depuis le 5 septembre, on a l'impression que Alpha est parti avec la communication de l'ANSS en emportant avec lui Sakoba. Alors, docteur Sakoba Keïta, il s'en va, mais il faut quand même reconnaître que ces 10 dernières années, la lutte contre les épidémies en Guinée a progressé, et c'est aussi grâce au combat qu'il a mené. Effectivement, en fait, c'est sous son leadership, il y a aujourd'hui un certain nombre de choses. La Guinée peut en être fière. Quand je prends l'expérience Ebola, ça nous a aidé aujourd'hui à mieux gérer cette pandémie de coronavirus. Et la fièvre Malbourg est arrivée, on a pu gérer ça sans assez de difficultés, parce que l'expérience était là, et l'équipe était là, et puis le leadership de Sakoba a quand même aidé la Guinée de mieux s'en sortir, de mieux faire face à ces différentes pandémies que nous avons connues. Et il faut rendre hommage à cet homme-là, et moi je compte vraiment sur l'équipe qu'il laisse derrière lui. Je pense qu'ils sauront impulser cette dynamique qui a existé depuis 2015, qui aujourd'hui rend fier tous les Guinéens, même si il y a quelque part des couacs. On espère que ça sera corrigé avec ce nouveau directeur qui arrive, qui pourra aussi apporter sa touche, son savoir-faire à cette lutte de ces 2 ou 3 dernières années contre le Covid. Quelque chose à dire sur Sakoba? Oui, il a été ces dernières années? Oui, je pense que Vicky l'a dit, Sakoba,
nous, c'est après l'apparition de Ebola qu'on a connu Sakoba. Il s'est battu sur le terrain, il faut le préciser. Je pense qu'il a laissé un héritage que l'agence, c'est quand même un acquis. Hein? Oui, c'est un acquis, il faut le préciser. Donc, le nouveau directeur a quand même un héritage là. Je ne crois pas s'il va avoir... Et il est du monde, il était déjà dans la lutte contre les épidémies. Justement, je pense que j'en suis sûr qu'il n'aura pas de difficulté à gérer cette agence. Et surtout, le souci que j'ai, c'est est-ce qu'il pourra maintenir ce cap? Parce que le fait d'arriver à un moment où l'agence connaît une période de turbulence, sachant... Normalement, le CNRD devrait faciliter les choses à ce nouveau directeur. Justement, les autorités en place, je pense que c'est vrai, il faut vérifier ce que les uns et les autres ont eu à faire, mais avec la santé, je pense qu'en attendant cette vérification, il faut mettre les moyens à la disposition de cette équipe qui est là pour pouvoir faire le boulot. On a vu les agents vaccinateurs. Certes, c'est pour la santé, mais il faudrait qu'ils aient quelque chose pour travailler. Et si on bloque tout, comment ceci puisse, en tout cas, produire un résultat probant. Donc, concernant également la communication, je pense qu'il faudrait qu'ils revoient cela. On a du mal, surtout la presse, on a vraiment du mal à avoir quelqu'un pour communiquer. Souvent, quand vous contactez... Ces derniers temps, c'est le silence. Il faut une procédure, je ne sais même pas, kilométrique pour pouvoir, obtenir, en tout cas pour avoir un invité ou en tout cas un contact. On me dit non, on m'a pas donné l'autorisation de me prononcer là-dessus. Donc ça va laisser les journalistes comme ça, va les amener à spéculer, alors qu'avec la santé, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Je pense que de ce côté, le nouveau directeur doit quand même faire en sorte que, nous journalistes, nous ayons accès aux infos, surtout aux invités. Si vous avez, surtout vous qui faites santé dans AFIM ici, que vous ayez la chance d'avoir quand même des invités quand vous le désirez. En tout cas, toutes nos félicitations à Dr Sakoba. Vous voulez rajouter quelque chose pour le service rendu? Par rapport à au-delà du service rendu, par rapport à la question de l'ANSS aujourd'hui, c'est que Sakoba est parti, certes, Alpha est parti, mais il faut que le CNRD sache quelles sont les priorités, parce que cela fait quand même 3 mois aujourd'hui que ce comité dirige le pays et la Guinée n'est pas le seul pays qui est frappé par la pandémie de Covid-19. Donc, pendant que les autres pays, nous sommes en période de vacances, en période de fêtes, il y a assez de voyages, donc continuer à geler les comptes de cette entité-là, c'est exposer le pays à des risques énormes, parce que qui dit gestion d'une pandémie parle de questions d'argent. Ouais. Docteur Sakoba Keïta, qui est donc remplacé par un infectiologue. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Dans un instant, nous donnons la parole à notre invité dans À bâton rompu. Encore une fois, bienvenue à tous. Il est déjà avec nous, Saïkou Yaya Bari, secrétaire exécutif de l'UFR, Union des forces républicaines. Bonsoir, monsieur So, et bienvenue. Bonsoir, Madame Bari. Eh bien, Madame Bari, bien sûr, c'est Madame Bari, mais est-ce que Talibé a dû passer par là. Talibé. Alors, bienvenue donc dans Talk Politique. Pour commencer, actualité oblige, augmentation du prix du pain. Je suppose que vous en prenez aussi. Bien sûr. Bien sûr. Ou bien c'est la FIDI. J'en consomme, j'ai la famille et tout ça. Ouais. C'est vrai qu'on ne varie pas beaucoup, mais il est question de savoir que c'est un aliment de base pour les Guinéens aujourd'hui. La flambée des prix de ce denrée important pour les yeux de la population. Vous l'accueillez comment, cette nouvelle? C'est toujours difficile parce que c'est dans la poche qu'on le ressent. Au fait, quand on sait que la vie n'est pas si facile aujourd'hui dans notre pays, il est difficile de ne pas réfléchir par 2 fois de quelle manière tu peux aborder ce sujet. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Écoutez, je ne peux pas m'y attendre, moi, personnellement, parce que je ne suis pas le cours du blé au niveau mondial, mais avec l'information que nous avons reçue, je crois qu'il y a des mesures que le ministère a eu à prendre avec les importateurs et aussi les consommateurs. S'ils se sont entendus à ce prix, c'est que je pense que les consommateurs sont là pour défendre les consommateurs. Et si cela a été signé, c'est que c'est dans l'intérêt de tout le monde que cela se passe. Parce qu'on ne peut pas importer sans avoir de bénéfice. On ne peut pas aussi vendre le pain sans avoir de bénéfice. Donc cela dit,
il est question de trouver le juste milieu pour permettre à chacun de tirer profit de cela. Consommer peut-être moins le pain. Bien, voilà, justement, on a vu les explications du ministre depuis concernant les raisons de l'augmentation du prix du pain, même à l'international. On a des amis qui nous ont fait savoir, même en France par exemple, là également, le prix du pain a augmenté. Mais l'autre chose, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire face au poids du pouvoir, parce que cette augmentation quand même est mal perçue par les citoyens? Mais c'est évident, vous savez, la gestion de l'État, c'est beaucoup de choses concomitamment que vous gérez en même temps. Il ne faudrait pas penser que c'est toujours aisé. Et ce n'est même pas facile de gérer quand vous avez le poids de la population et que vous avez des soucis pour le devenir de cette population. Vous êtes inquiet à tout moment, même quand ça va bien. Malheureusement, nous sommes dans une situation où les choses sont tellement désaxées avant son arrivée et qu'il est important de réfléchir par deux fois qu'est-ce qui est prioritaire. Et pour cela, et c'est dans cette raison, à cause de cela, que nous avons estimé en tant que politique que il faudrait essayer de faire en sorte que qu'il y ait un dialogue normal entre nous pour pouvoir ensemble faire avancer les choses afin de sortir de la transition. Parce que c'est beaucoup de choses qui peuvent arriver pendant cette transition qui peuvent encore amener à certaines personnes à désavouer ce qu'on a déjà apprécié et soutenu. Voilà. Vous parlez de dialogue, ça veut dire que il n'y a aucun contact entre vous et le CNRD. Je parle de la classe politique. C'est évident. Est-ce que vous êtes en quelque sorte mis de côté, oublié? Non, c'est évident. Ça, on ne peut pas le cacher. On ne fait pas de la politique politicienne. Nous sommes dans une situation depuis la première rencontre au Palais du Peuple. Et après le couac qui s'est tenu avec le ministre de l'administration du territoire au palais encore du Peuple, il est certain qu'il n'y a pas eu une rencontre formelle entre les parties essentielles du pays, les forces vives, pour qu'on discute de certains et canaliser, aider à faire avancer la transition, parce qu'il faut reconnaître que la transition est hautement politique. Cela dit, on ne peut pas ignorer les questions politiques avec les politiques. C'est comme si tu disais que tu vas marier une femme pour moi, sans ma présence, sans que je ne sache qui elle est. Les choses qui peuvent arriver dans ce cas de figure, c'est que la femme viendra ou elle devient malheureuse dans ma maison, ou bien elle est surprise. Elle est surprise et puis ensuite elle s'en va. Alors, et pour éviter tout cela, il faudrait qu'il y ait une entente, une discussion harmonieuse. C'est de façon imagée, je suis en train d'avancer ces termes, pour faire avancer la transition. Mais la raison politique est importante dans cette phase et ça peut aider même. Mais de l'autre côté, on voit les partis politiques entre eux, il y a du mal à se mettre ensemble, à apporter, si on peut nous permettre de l'expression, cette petite pression à amener les autorités militaires qui sont en train de diriger le pays à faire avancer le pays vers ce dialogue-là afin de sortir de cette transition. Vous-même, en tant qu'homme et structure politique, vous avez du mal à vous mettre ensemble. Dialoguer. Vous avez du mal à dialoguer. Vous me laissez parler parce que vous êtes en train de défendre quelque chose qui n'est pas du tout... Au fait, nous sommes dans un monde. Si nous avons décidé tous d'être dans un parti politique, il n'y a pas de mal à ça. Les partis politiques sont créés pour conquérir et pour le pouvoir. Dans la règle normale de l'art, si ça marche normalement, on n'a pas besoin de s'entendre. Parce qu'il y a un combat. C'est une loi qui est là entre nous, qui doit définir les modalités, les conditions dans lesquelles nous devons exister. On ne peut pas dire que nous pouvons tous être des amis. Attendez, je suis désolé, monsieur Barry, nous sommes à une période, dans une période exceptionnelle. On ne vous l'avez pas d'être amis. Vous-même, vous cherchez à travailler, à dialoguer avec le pouvoir en place. Pourquoi? C'est pour le bonheur du pays. Donc, est-ce n'est pas nécessaire que vous... Allez-y. C'est-à-dire, j'ai donné un pan de mon débat parce que j'entends toujours ça. Non, les politiques ne s'entendent jamais. Ils n'ont pas créé les partis politiques pour ça.
Une situation s'est présentée, c'est là où je viens vers vous, pour vous parler. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition où il n'y a pas de concurrence vis-à-vis de celui qui a la transition en main. Il y a un minimum qu'on doit mettre en place pour s'entendre sur des questions bien évidentes. Faudrait-il encore que ceux qui ont eu le pouvoir de prendre à la tête de la transition, qu'ils veillent bien qu'il y ait une discussion normale afin que les partis politiques se retrouvent autour d'un certain nombre de questions. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est le cas de la charte. La charte a été une charte unilatérale proposée par la gente que nous avons accueillie et acceptée. Pour la première fois, il y a une charte. Mais on nous donne 15 places, parce que c'est là où vous parlez d'union, d'entente et tout ça. On nous doit, attendez, sur 180 partis, c'est pas de sa faute, la chaîne. C'est non plus la faute de chaque parti politique qui a été créé et accepté dans le pays de faire 181 partis. Et il est question de savoir qu'il y a une loi qui normalement régit la manière dont on doit créer un parti politique dans un pays. Mais il se trouve que les systèmes passés ont créé des partis n'importe comment, sans tenir compte d'un certain nombre de critères. Je vais donner un exemple. Pour que tu crées ton parti, que l'Assemblée constituante doit au moins signer, tu dois avoir 500 signatures. Et si c'est bien contrôlé, on ne peut pas signer 500 ici et aller signer ailleurs. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un compte bancaire, un siège, et ainsi de suite. Donc cela dit, ça pose des critères, c'est des modalités. Aujourd'hui, parlant des 15, on nous a dit qu'un parti égale un parti. C'est légalement. Et il faut savoir qu'une roche n'est pas égale à une starlette. Il faudrait bien comprendre que dans ce cas de figure, il faut faire la part des choses. Non en matière de carburant, même en matière de vitesse, mais aussi en matière de solidité, ce n'est pas la même chose. Donc je vais dire que les partis politiques, mais nous on a essayé. On a essayé de nous entendre sur des questions, des questions principales. Et c'est pourquoi nous avons organisé une rencontre des partis politiques. Nous avons décidé de faire des critères de désignation pour les 15. Nous avons réussi à avoir une majorité des partis politiques qui ont accepté de souscrire à ces critères. On ne peut pas avoir 100%. Donc, dans la vie, rien n'est 100%. Okay. On ne peut pas avoir des amis. Donc la majorité de ceux qui comptent dans le pays ont signé ce document et ont mis des critères pour permettre le choix de ceux-là qui vont aller au CNT. Il y a quand même la Corrède, c'est pas rien quand même. Corrède, c'est quoi? Finalement, ils ont décidé d'aller seuls. Il y a la coalition aussi dirigée par Faya Milimono. Écoutez, raison pour laquelle je vous parle de 181 partis politiques. Et Starlet et Roche. Pour vous dire quoi? Donc pour vous, c'est une coalition, si on peut se permettre, sont des starlets aux yeux de vos partis qui vous qualifiez de roche. Ce que je vais faire, en restant sur le tableau que vous avez dessiné. Et ce tableau est valable dans la vie d'un homme. On n'est jamais égaux. Tout à fait. On ne peut pas être égal parce que peut-être que vous ce sont les réalités de la vie. C'est les réalités de la vie. Mais le problème, c'est de reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est plus que vous. D'où ma question que les partis ont du mal à se mettre ensemble. Non. Parce qu'aujourd'hui, on est certes en train de parler de la répartition des 15 places. Monsieur Barry, on parle des 15 places aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres questions essentielles de la vie de la nation. Les partis ont été tout le temps divisés sur ces questions-là. Parler de tout le temps alors que c'est la seule fois que nous avons nous sommes face à une transition. Pas que la seule fois. Attends. Pas que la seule fois. En 2008, on a connu une transition. Je dis bien. En 2010, on était en transition, M. Marie. Je dis bien, c'est la seule fois que nous sommes confrontés à cette situation de discussion par rapport au CNT. En 2009 dont tu parles, est-ce que si tu connaissais très bien la manière dont c'est passé, toutes les forces vives et les partis politiques se sont entendus sur tous les points. Et les plus valeureux à l'époque ont été reconnus par les plus faibles pour aller à Ouaga. Arrêtez de mettre de l'embellissement sur tout le temps. Il n'y a pas de tout le temps, il y a eu une fois. Et sur cette fois-là, la première... M. Barry, on relance le débat dans un court instant. Nous sommes obligés de marquer une courte pause pour les infos. On revient, vous aurez l'occasion de continuer.
Merci de nous rejoindre dans cette dernière partie de votre émission Talk Politique en ce lundi 6 décembre 2021. Avant de redonner la parole à notre invité, on va prendre quelques réactions sur nos plateformes digitales. Tchernoba Monenemou qui nous écrit: bonsoir chers talkers et bonsoir à votre invité. Interroger la gestion de Dr Sakoba Keïta est une chose normale, mais il ne faudrait pas jeter cet homme aux oubliettes. Il faudrait au moins qu'il prenne l'enseignement pour la transmission de son savoir. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui la Guinée est au point sur la gestion des épidémies et Dr Sakoba Keïta n'y est pas étranger. Respectons un peu ceux qui ont servi le pays. La hausse du prix du pain est plus que justifiée dans la conjoncture mondiale actuelle. On prend une autre réaction. Peuple éduqué qui nous écrit: bonsoir Talk Politique et à toute l'équipe. Professeur Traoré est un cadre chevronné, compétent. C'était mon meilleur professeur à l'université. Bonne chance à lui. Par contre, la gestion de Sakoba doit être vérifiée du début jusqu'à la fin. On prend une dernière réaction. Bachirif qui nous écrit: bonsoir à toute l'équipe, mais surtout félicitations pour le trophée suite aux travaux, au travail patriotique, mais surtout qui a envoyé les médias à une autre dimension. On s'arrête là pour continuer donc notre émission avec notre invité Saïkouya Yabari, secrétaire exécutif de l'UFR, Union des forces républicaines. Juste avant la pause, vous étiez en train de dire que les petits partis, comme vous les appelez, ont du mal à reconnaître les partis starlet face aux partis Rolls-Royce. Ce que je vais faire savoir, c'est que quand on me dit que non, ils ne sont jamais d'accord, ils ne se sont jamais entendus, mais c'est archi faux. Permettez-moi de dire ce terme comme ça. En 2010, on s'est entendu. On est parti, on a accepté la manière dont la transition doit se diriger. Comment on peut jeter l'anathème comme ça aux politiques? Parce qu'il y a eu un fait qui cause des polémiques. Parce que vous devez savoir que la charte est la loi supérieure aujourd'hui dans notre pays. Il devait avoir une loi intermédiaire et une loi qui permet de dire de quelle manière les hommes, les 15 là, doivent être des critères, des modalités de désignation. Ça n'a pas été fait. Et ce n'est pas au rôle des partis politiques dans les conditions normales de proposer cela. Mais nous nous sommes fait violence. Il n'y a pas d'entente de façon générale. Même une loi à l'Assemblée, vous ne pouvez pas avoir 100%. Ouais. Une loi est votée, elle est majoritaire. Et cela dit, une majorité des personnes qui ont une légitimité réelle dans la vie politique de notre pays ont signé un document et ont proposé à la junte la représentation. Que quelques partis disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont dans leurs droits. Mais ils ont été eux-mêmes, comment dirais-je, on a donné une proposition les mettant dans le lot. Ils ont fait leur proposition. Il y a eu chacun qui a fait violence. Si vous voulez dire, aujourd'hui, en tenant compte du passé, des partis politiques qui se sont battus dans ce pays pendant ces 10 dernières années, on peut dire. Vous ne pouvez pas lever l'UFR, l'UFDG et le RPG en première ligne. L'UFR a 1. Ça veut dire qu'on s'est fait violence. Si les autres ont eu 4 ou 3, on s'est fait violence pour dire que pour l'intérêt supérieur de la nation, nous pensons qu'il y a des critères pour lesquels on peut s'en passer pour permettre à l'harmonie et permettre à tout le monde d'accepter de participer à ce jeu. La seconde place pour FNDC politique est revenue à quel parti finalement? À PDN. D'accord. Le modèle a donc été... C'est le modèle, attention, modèle à accepter. On s'est entendu. Je dis bien qu'il y a eu des gens qui ont accepté. Il faut pas des compromis. Il y a eu des compromis. Il y a eu des gens qui ont accepté de se faire violence pour permettre à d'autres d'émerger et d'être dans le lot des 15. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas d'accord aujourd'hui avec cette répartition, avec ces critères qui ont été définis, dont la plupart des partis, comme vous le dites, étaient d'accord, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que ces gens ne se battaient pas finalement pour l'intérêt commun? Il est évident parce qu'ils en ont un, et chacun en a eu un. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. On n'a que 15.
Et les 15, vous me dites de les partager à 181 personnes. Alors, comment on va faire? Donc, si mais là, que faut-il aujourd'hui? Parce que cette question, pour vous, elle est tranchée. C'est la question. La tranchée, pour vous, c'est tranché. Que faut-il aujourd'hui? Quel outil faut-il pour faire évoluer le débat, justement, en face de la jeune qui, aujourd'hui, est pratiquement votre adversaire? Votre adversaire à tous. Il n'est pas notre adversaire. Je vous regarde tout de suite. Il vous ignore. Je vous regarde tout de suite. Il n'est pas notre adversaire. Il vous ignore. Il vous ignore. Oui, d'accord. Pour le moment. Mais je pense qu'ils reviendront sur la bonne raison. Parce que c'est une question, il faut reconnaître. On peut faire des erreurs dans la vie. On peut se buter à certains obstacles de la vie. On peut penser même qu'on est meilleur. Mais à la longue, on réfléchit mieux et on se fait violence pour aboutir à la bonne solution qu'on cherche tous. Aujourd'hui, si nous n'avons pas eu cette possibilité, nous avons demandé de rencontrer une audience d'eux pour pouvoir discuter sur certains aspects et de toutes les façons, il faut reconnaître. C'est comme dans une famille, vous comprenez, parce que j'aime toujours prendre des images. On ne peut pas ne pas se parler. Et il y a des gens qui ont des vocations. Quand vous allez dans un village, il y a celui qui est forgeron, il est forgeron. Celui qui est tisserand, il est tisserand. Ouais. Les questions liées à la forge ou comment dirais-je, à autre chose, sont discutées avec lui. Parce que le problème est fondamental. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition qui est totalement politique. Une transition parce que c'est la mise en place des institutions républicaines. Il est important et ça reviendra. Je pense qu'ils auront ce déclic. Ce déclic. Bien. De quoi que ce déclic va s'engager bientôt, parce que au-delà de la proposition que nous avons eu à faire pour les 15 places, nous avons décidé de nous retrouver, et c'est ce qui s'est passé il y a 3 jours récemment à Rivera, pour discuter de quelle manière nous pouvons contribuer à faire avancer la transition en tant que politique, en tant que... Bon, les experts en la matière sont là, ceux qui savent comment ça fonctionne, et on va travailler avec ça, parce que vous ne pouvez pas toujours penser avoir raison. Vous avez votre vérité, j'ai ma vérité, et à la vérité, c'est autour de cette vérité que nous pouvons construire ce que chacun de nous peut consommer. Est-ce que vous avez au moins une idée, Ali aussi, tu permets rapidement, de la date, à quand la mise en place du CNT? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que le ministre... On ne parle même pas. Comment je peux vous donner une date? La seule personne capable de nous donner aujourd'hui la date, c'est le président de la transition. Parce que c'est lui qui a l'arène du pouvoir, qui peut nous dire, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, j'ai reçu les trucs de mon ministre de l'administration du territoire, vu la situation du pays, et le CNT, les personnes là sont désignées, parce qu'il y avait une... erreur de casting au niveau de cette gente en donnant la latitude au ministère de l'administration du territoire d'installer le CNT. C'est quelque chose qui était très grave par rapport à la procédure de transition, parce que vous avez 5 organes de la transition. Vous avez le CNRD, vous avez le président de la transition, vous avez le gouvernement et vous avez le CNT. Alors que qu'un élément d'un des organes décide de désigner, ça posait un problème. Je crois qu'ils ont rectifié cela, parce que c'était des questions qu'il fallait voir. Le ministère de l'administration du territoire ne s'occupe normalement que des problèmes liés aux partis politiques. Alors moi, M. Barry, j'aimerais vous poser cette question. Vous avez dit, supposons ou admettons que la liste que vous avez déposée, c'est elle la meilleure, mais pendant ce temps... elle est la meilleure, c'est pas supposé. D'accord. Pendant ce temps... On n'est pas obligé d'être d'accord avec... À vos yeux, M. Barry. C'est à moi de vous dire, c'est à vos yeux. C'est un Barry, il ne faut pas l'en vouloir. Voilà, il y a quand même un collectif de femmes qui demande à ce qu'on invalide cette liste, parce que tout simplement, le quota de 30% des femmes n'a pas été respecté. Cette question, vous avez posé cette question, j'ai écouté dans votre débat ici, parce que vous avez estimé que c'est aux partis politiques de donner... C'est nous qui l'avions estimé. Non, j'ai écouté un débat ici, où on vous dit que dans chaque institution, dans l'organe, il doit y avoir 30% de femmes. Je vais vous dire, ça serait possible de discuter de cette manière en jetant l'anathème sur les partis politiques si la charte
était une décision de commun accord avec ceux qui ont fait la charte. Et malheureusement, tel n'est pas le cas. On a été imposé un truc, il y a des critères, des modes que nous pouvons ne pas toujours avoir à 100%. Il y a quelques femmes, parmi, je crois, ceux-là qui vont être choisis dans les politiques. Mais ce n'est pas 3 ou 2. Même si c'est 1. Sur 15. Même si c'est 1, ce que je vais arriver à dire, c'est dans l'institution, il doit y avoir le quota de 30 femmes. Mais comme dans le pouvoir de ceux qui ont rédigé la Constitution, le pouvoir discrétionnaire du président de la transition, il a la possibilité de nommer 9 militaires, il a la possibilité de nommer 8 personnes ressources. Cet équilibre-là peut se trouver là. Donc vous voulez dire que c'est à lui de respecter et vous n'allez pas le faire. Non, cet équilibre-là peut... Imagine-moi comment UFR peut donner une femme et un homme avec 1. Okay. Oui, mais ceux qui ont 2 peuvent désigner 2. Alors, ça fait déjà 3 mois hier que le CNRD a pris le pouvoir. Est-ce que vous avez l'impression que les lignes bougent dans le sens du véritable démarrage de cette transition-là? En réalité, tout ce qui est aujourd'hui le pouvoir, le CNRD est en train de faire, c'est dans l'ordre normal des choses. Quand il y a une rupture, je vous rappelle que quand le CMRN a pris le pouvoir, la première des choses à faire, c'était d'ouvrir le Kambouaro, libérer les prisonniers politiques. Quand Dadis a pris le pouvoir, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Heureusement, au temps de Lansana Conté, il n'y avait pas de prisonniers politiques, donc on n'avait pas à libérer un prisonnier politique. Il va de soi. Ce qui a amené le CNRD à prendre le pouvoir, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a eu trop de dérives. Et nous avons contribué à combattre, à dire la vérité au système, à l'ancien système, pour que ça change, pour que les lois soient respectées, pour que la démocratie voie le jour. C'est l'amalgame, c'est l'ensemble de tout ça qui a amené les dérives qui ont conduit à la prise du pouvoir par le CNRD. Il va de soi. Aujourd'hui, ils ont libéré des prisonniers. Ils sont en train de faire ce que nous avions toujours demandé, moraliser notre administration. Ce que nous avons toujours demandé, que les détournements cessent dans notre pays, la corruption s'arrête dans notre pays. Et vous pouvez consulter les débats. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on doit perdre de vue la transition? Non, je voulais en venir. J'ai dit tout ce qu'ils font là, ils sont en train de le faire, je dis bien, dans ce domaine-là, au niveau de la population, c'est quelque chose de réjouissant. Nous voulons qu'ils réussissent. Nous voulons qu'ils sortent par la grande porte. Et c'est pour cette raison, j'ai dit qu'aujourd'hui, dans le cadre de la transition, il ne peut y avoir un avancement, des avancées dans le cadre de la transition sans discussion avec les politiques. Il ne peut pas se faire, ça ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas de rencontre, un pont de dialogue entre les politiques. Donc vivement la mise en place rapide du CNT. Le CNT n'est qu'un organe par rapport au débat qui consiste entre le CNRD qui a pris la responsabilité de prendre le pouvoir et les forces vives de la nation. C'est au-dessus du CNT. On a désigné un envoyé spécial pour la Guinée, mais le CNRD a estimé qu'il n'y avait pas de problème. Oui, mais c'est au-dessus. Et c'est justement pour éviter les crises qu'il fallait accepter le principe. La personne, on peut ne pas. Mais pour éviter alors que les crises ne persistent. Parce que moi, j'ai dit, ma compréhension de la situation, le coup d'État en lui seul est une crise. C'est le fait qu'il y a crise de confiance, il y a crise entre les hommes, et il y a crise entre ceux qui décident de la vie de l'autre nation, qu'il y a eu le coup d'État. Donc c'est déjà une crise. Passant cela, nous estimons que au niveau du CNT, il y a un conflit d'intérêts. Qui va naître pour la simple raison parce que on nous fait dire que c'est au CNT de donner la durée de la transition. C'est une question de conflit d'intérêts parce que je vous rappelle une anecdote que j'ai eue quand j'étais à l'Assemblée, j'étais député de l'Assemblée. On a passé les 5 ans sans faire l'élection, donc la 6e année, il y a quelques députés, moi, qui avaient voulu qu'on démissionne tous pour exiger à ce qu'il y ait une nouvelle élection.
Un qui m'a dit, mais on y a, t'es fou. T'es malade. Parce qu'il y a des intérêts en jeu. Les avantages liés à l'homme, ça c'est le moi, ça. Il aimerait bien que ça perdure. Alors c'est pas normalement à lui de dire combien de temps je dois vivre, par exemple. S'il va voter. Et tu vois, donc cela dit, j'ai dit, il faut mieux réfléchir sur cette question. Le CNRD qui a pris la responsabilité de prendre le pouvoir a la responsabilité de nous proposer un calendrier et une durée de temps. Et pour ça, ils ont besoin de discuter avec les politiques pour harmoniser les vues et pour décider comment le chronogramme peut se faire pour aboutir à la fin de la transition. Parallèlement, non, les forces vives, alors je vais dire. Parallèlement, c'est une manière de parler. Si je peux faire, on peut faire ça au CNT, on peut faire ça au CNT. Parallèlement, peut-être que vous ne me suiviez pas, donc je ne reviens pas en arrière par rapport à cette question. Quand vous dites que il faudrait que le CNRD prenne sa responsabilité de nous proposer un calendrier et surtout échanger avec les politiques, je pense que vous n'étiez pas là quand je développais ça. Je ne vais pas revenir sur cette question. Je vais avancer sur ces questions liées à la transition. Parallèlement, sur le développement, le maintien de la vie courante, l'arrestation des gens qui ont détourné les biens, les enquêtes sur les tueries pendant les 10 ans passés, les enquêtes sur ces questions-là, le CNRD a la latitude, parallèlement, de faire ce travail. Il y a un gouvernement pour gérer les affaires. Voilà, effectivement, parallèlement, en gérant, en veillant à ce qu'un chronogramme soit très bien établi avec les forces vives de la nation et pour aboutir à une solution durable pour notre pays. Vous pensez que la communauté internationale ne va pas s'impatienter longtemps, notamment elle? Et justement, on aurait voulu que cette discussion se passe aussitôt pour proposer quelque chose à l'international, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à fustiger le comportement de l'international. Vous savez, l'international, j'aime imager toujours, c'est comme un père de famille. Permettez-moi de dire ça ainsi. Vous savez, il y a les enfants qui aiment aller en boîte, aller au restaurant et passer toute leur vie à l'ambiance. Le père de famille dit, si vous voulez aller au cinéma, vous devez me faire les devoirs qu'on vous a donnés à l'école, vous devez les finir et avant d'aller partir. Et l'enfant ne voit pas généralement ce qui est bon pour lui, parce qu'il pense que le père est très exigeant en demandant les devoirs, et c'est grâce à ces devoirs que demain il devient docteur, professeur et tout ça. Nous sommes dans un pays où nous avons une population, mais il y a d'autres qui nous regardent, tellement que nous avons souffert dans ce pays-là. On a besoin d'être aidé et accompagné pour qu'il y ait la normalité. Et la normalité ne peut se faire que avec des institutions légales et légitimes installées dans un pays. Est-ce que les partis, aujourd'hui, les partis politiques sont prêts à exiger un délai au CNRD pour à la fois amorcer un dialogue entre les partis politiques et le CNRD, mais aussi à amener le CNRD à proposer un chronogramme concret et raisonnable? En fait, nous ne sommes pas dans le cadre on ne peut pas, on n'exige pas. Le terme est trop fort pour nous. Mais on est à 3 mois déjà et jusque-là, on n'est pas situé. Je dis bien qu'on n'exige pas. On sollicite notre contribution pour faire avancer les choses dans le pays. Parce que c'est notre pays à nous tous. Parce qu'aujourd'hui, si Doumbouya échoue, c'est les Guinéens qui ont échoué. Mais il sera le premier vu devant cette situation. J'ai encore quelque chose à rappeler. Parce que, vous savez, au temps de Dadis, la transition version Dadis. Vous savez, le gouvernement, c'était un gouvernement Komara où on nous faisait sortir beaucoup à la télé, où on nous invitait, mais au fond, il n'y avait pas une discussion structurée avec les politiques, avec Dadis. Ouais. Et ils se sont laissés aller parce qu'il y avait des petits malins, des calculateurs, qui pour leur intérêt, parce qu'il y en a amis à lui, qui pour leur intérêt, qui pour faire en sorte que ça dure, pour qu'il reste, et tout ça, ont essayé de jouer. Et ce jeu-là, c'était un jeu dangereux. Et ça, on va l'éviter. Il faut qu'on l'évite. Et pour l'éviter, il faut qu'on travaille. On implore
l'acceptabilité que la junte accepte de collaborer avec vous. Discuter pour qu'on canalise les choses et que ça avance. Donc vous êtes beaucoup plus dans la collaboration avec la junte et non l'exigence. Non. Pas dans l'exigence. Merci beaucoup à vous, Saïkou Yayabari, secrétaire exécutif de l'UFR, Union des forces républicaines. Dans un instant, nous vous donnons la parole pour 2 minutes. 81-85, un premier auditeur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Arissatoso. Bonsoir à tous et à toutes. Je dis bonsoir au grand général Kaba, sans oublier votre invité, M. Bari. Bonsoir. Bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où? Merci, c'est Sidibé qui vous appelle, madame. Nous vous écoutons sur les 3 mois au pouvoir du CNRD, très rapidement. Bon, écoutez, moi je pense qu'il y a eu des actes positifs, sincèrement posés par, n'est-ce pas, le CNRD. Il faut les encourager à continuer dans ce sens. La seule chose que je déplore dans les actes qu'ils ont posés, c'est que c'est le fait aujourd'hui de un peu avoir l'air de faire du 2 poids 2 mesures. C'est seulement un peu ça, hein. Sinon tout le reste là, c'est... Qu'est-ce que vous appelez 2 poids 2 mesures? Si vous me permettez, Madame Arissatoso, si vous prenez par exemple de ce communiqué, n'est-ce pas, que le CNRD a passé, comme quoi on va récupérer les demandes de l'État. Aujourd'hui, cela ne visait que les anciens dignitaires du professeur Alpha Condé. Où en est-on avec ça? Est-ce que les autres qui occupent le domaine de l'État ont été inquiétés? Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand tomber, n'est-ce pas, redresser le pays, il ne faudrait pas qu'on accepte de faire du départ des mesures. Merci. Tous les Guinéens sur le même pied d'égalité. Merci beaucoup à vous, Sidibé. Merci beaucoup. On va prendre un autre 81-85. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Arissatou Diallo. Bonsoir, bienvenue. Merci. Vous me permettez de dire bonsoir à votre invité parce que c'est un grand combattant qui a défendu la population guinéenne. C'est demande le Tout-Puissant Allah de le raccompagner. Amen. Merci beaucoup. Allez-y très rapidement. Merci. Moi, c'est sali le 3 mois de passé de notre gouvernement parce qu'ils ont beaucoup fait pour nous. Ils ont libéré le prisonnier politique. Ils ont libéré notre chef, ils ont libéré notre bureau. Aujourd'hui, notre président est là, il est en train de partir partout en Amérique, en Afrique, en Europe. Nous nous saluons, nous les encourageons de continuer, surtout d'organiser le plus rapidement que possible l'élection. Parce que un militaire, c'est pour organiser l'élection est parti. Merci beaucoup. Pour ça. Merci beaucoup à vous. C'est avec vous que nous refermons cette émission. Un grand merci à nos 2 chroniqueurs, Moustapha Viki Diallo, Mamadaliou Bangoura. Merci à l'équipe technique. Tout de suite, c'est Film Soir avec l'équipe de la rédaction.